Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette émission Chaque idée, votre quotidien de la réflexion sur les questions d'actualité. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Merci à vous qui n'arrêtez de nous soutenir, qui n'arrêtez de suivre. J'ai le réel plaisir de vous retrouver encore une fois. Et j'ai le réel plaisir, parce qu'il est double, de retrouver un invité que j'ai cherché pendant très longtemps. Un frère de la réflexion, quelqu'un, un jeune qui épate dans son domaine. Lui, c'est M. Christos Mukendi. Il est président d'un parti politique Congo prospère et grand. Il est expert en études de marché et en stratégie politique. Avec lui, on va aborder les questions de l'heure. Comme je l'ai eu, je poserai toutes les questions et je pense qu'il a toutes les réponses pour vous édifier. Je n'arrête de le dire, une émission ne se regarde pas seule. Partagez-la pour qu'en grand nombre, on ait les déclics nécessaires pour l'émergence de ce pays. Alors, monsieur Christos, bonjour. Bonjour, mon frère Eli. Comment vous allez? Ça va, enfin, on se retrouve. Enfin, c'était beaucoup de rendez-vous manqués. Je comprends que les charges de la République ne vous laissent pas. Je n'ai aucune charge de la République. Charge de la République en sorte que on porte le souci de la République et on travaille d'arrache-pied sur terrain pour pouvoir apporter notre pierre. Comment, la première question que j'ai envie de poser, avant qu'on entame les questions sur l'actualité, j'ai été à l'activité du 30 juin, que vous faites d'ailleurs chaque année. Chaque année. J'ai vu la qualité de l'organisation, j'ai vu ce besoin d'unifier l'élite politique. C'était très agréable ce débat. Merci. Et vous nous avez promis que vous allez faire des consultations pour produire le projet des sociétés. Exactement. De votre parti politique. J'ai envie de savoir, avec tous les Congolais, vous en êtes où? En tout cas, merci beaucoup. Il y a, comme vous l'avez constaté, CPG, un parti politique, certes, Congo prospère et grand, qui a été créé en 2022, et dans le but de pouvoir permettre à notre jeunesse de contribuer de façon qualitative et substantielle au développement de son pays. Et c'est comme ça qu'on dit que notre objectif, c'est de pouvoir aller à la reconquête de notre dignité, bafouée par nos élites, et la reconquérir à travers l'engagement patriotique de notre jeunesse. Et j'insiste encore en disant jeunesse, c'est que la jeunesse que nous voyons, ce n'est pas la jeunesse d'âge. C'est la jeunesse selon Khalil Gibran qui dit qu'on ne devient pas vieux pour avoir accumulé le nombre d'années, mais l'on devient vieux pour avoir déserté son idéal. Alors on veut d'un pays qui a un idéal. On a aujourd'hui une jeunesse qui est vieillissante. On dit que 70% des Congolais sont jeunes, mais ce n'est que la jeunesse d'âge. Allez interroger ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Si ce n'est le flou, et d'autres même c'est le blackout total, ils ne voient que du noir. Et c'est comme ça que nombreux, quand ils disent « Pesapoto chance », donc ça veut dire donnant une chance à l'Europe, dès qu'il y a la moindre opportunité, ils n'hésiteraient pas à quitter ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la quête des lumières, ils sont à la quête de perspectives, de sens. Ça, c'est totalement légitime. Et d'un côté, légitime lorsqu'on se la joue solo. Mais ce n'est pas légitime lorsque nous portons, on va dire, le combat de toute une génération. Les espoirs, surtout, de toute une génération, et ce n'est pas la nôtre, c'est la génération de ceux-là qui viennent après nous. Et si nous devons tous partir, donc ça veut dire nous partons avec les fruits de nos entrailles, et à un certain moment, ces pays vont rester juste, on va dire, un espace géographique où sans habitants et sans habitants de qualité. Les gens, ils partent justement. Je suis d'accord que c'est un acte individualiste, mais qui est fait en projection de ce qu'ils veulent que leurs enfants, leurs femmes, justement. Et ça, c'est fait de... Enfin, moi, je ne justifie pas, je déteste cette campagne. Ceux qui me connaissent le savent. Mais c'est aussi dû au désespoir qu'on nous présente. Ça, je n'en disconviens pas. Et c'est comme ça que je ne vais pas jeter la pierre à tous ceux-là qui les font. Moi-même, je visite ces pays-là. Je suis en train de faire mes études post-universitaires, même si c'est en ligne. Mais je sais que cela me donne une certaine garantie où à tout moment, lorsque je peux jeter l'éponge, mais je sais que j'ai un backup. Je n'interdis à personne de pouvoir avoir un backup. Je n'interdis à personne de pouvoir travailler pour pouvoir offrir d'abord à ses propres enfants des perspectives. Mais vous savez, lorsque
vous êtes conscient d'un certain appel, des charges qui sont les vôtres, même au niveau de votre famille. Vous ne réfléchissez plus pour vos enfants que vous mettez au monde avec votre enfant, mais vous réfléchissez pour vos neveux, vous réfléchissez pour certains cousins. Et donc ça veut dire, vous êtes conscient que Dieu m'élève pour porter la charge de ma famille. Ça part de l'élite. Exactement. Donc, et là, les actions que vous posez, c'est pour que pas seulement vos propres enfants soient bien, mais même les enfants de vos frères, parce que vous savez que vous êtes comme le Joseph de la famille, comme on le dit, et que vous portez la lutte de toute une famille. C'est la même chose lorsque vous montez encore un peu plus haut, au niveau de... Parce que ce que vous dites là, il y a des parents qui, eux aussi, même quoi qu'ayant des enfants, mais il s'est dit que moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Et donc, il ne vit que pour lui-même. Il se privilégie lui-même. Et parfois, il prive les enfants. Les enfants manquent de certaines choses parce qu'il veut d'abord s'habiller, lui, il veut d'abord bien paraître, il veut avoir une belle voiture parce qu'il s'est dit que c'est en soignant son image à l'extérieur qu'il permettra aux enfants de pouvoir faire quoi? De pouvoir manger. Et si entre le carburant et la nourriture pour les enfants, il choisit le carburant parce qu'il veut sortir. Donc, il peut même mentalement justifier cela. Il y en a d'autres qui sont responsables vis-à-vis de leurs enfants, mais ne sont pas responsables vis-à-vis de la grande famille. Il y en a qui sont responsables vis-à-vis de la grande famille, mais peut-être pas responsables vis-à-vis de la collectivité, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez, si je rentre chez moi là-bas à Kananga, où je ne suis jamais allé, j'ai visité partout au pays, hein, mais je ne suis pas encore arrivé à Kananga. J'espère arriver là-bas à un certain moment, parce que chez moi, c'est d'abord partout en République, dans notre République. Si j'y vais, on va me dire que tu es élevé à Kinshasa, mais qu'est-ce que tu as fait pour nous ici? Peut-être que c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés. C'est des gens pour qui je n'ai aucune attache. Mais pour eux, je suis leur enfant et ils ont aussi des droits et que je dois pouvoir investir là-bas, améliorer leur quotidien. Et donc, c'est au niveau de la communauté. Mais au niveau de la nation, nous avons aussi des responsabilités. Et donc, ça veut dire que chacun se place à un certain niveau. Aujourd'hui, les vieux Mapon, ma tata, qui a fait ses études ici, il a un peu évolué un peu partout. Mais quand il rentre là-bas à Kindu, des gens qui ne connaissent même pas, l'embrasse et lui dire « Merci notre frère, tu as fait ceci pour nous. » Tu vois. Et ce que je veux maintenant, c'est que nous, en tant que génération, que nous comprenions que c'est vrai que nous avons une lutte individuelle par rapport à notre propre sort, mais nous portons les espoirs de toute une nation. Nous sommes une génération sacrifiée par nos aînés. On est sacrifiés. Considérons que ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas pour que nous puissions en jouir, mais nous les faisons pour nos enfants. Et quand je dis nos enfants, ce n'est pas seulement le fruit de mon dos, mais je vois tous les enfants de la République parce que nous devons préparer une génération de citoyens beaucoup plus qualitatifs par rapport à notre génération et des gens qui vont venir trouver le Congo là où nous voulons le pousser un tout petit peu. Voilà, le Congo exploitable et qui soit préparé à l'exploiter à bon escient, à l'exploiter de façon efficiente pour pouvoir l'amener dans d'autres dimensions. Et cela ne peut pas se faire lorsque nous réfléchissons en solo. Nous devons réfléchir de façon collective pour que même lorsque je vais étudier à l'extérieur, mais je n'y vais pas seulement pour pouvoir me préparer à pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais je vais pour pouvoir être utile à mon pays, à bien des égards, quoi. Tous ceux qui sont dans la diaspora vous diront qu'ils sont prêts à être utiles, mais le cadre n'est pas propice. Pourtant, chaque révolution mange ses propres enfants, comme elle est dit. Il y en a qui tombent, il y en a qui meurent, donc, il y en a qui échouent. À un certain moment, le courage de l'engagement. Le courage de l'engagement. De sortir de ces cadres-là. Exactement, de sortir un peu des complaintes, de jérémiades et d'aller dans l'action. Et il n'y a votre vision, autant elle est grande, autant le combat et la résistance sera en grand. Donc c'est cet état d'esprit-là. Et c'est cet état d'esprit qui anime CPG, qui nous manque, et c'est cela que nous voulons un peu impulser avec CPG. Et c'est pour ça que vous voyez dans nos activités, que ce soit dans certaines productions médiatiques que nous faisons, on invite les gens de tous bords, même si à la base on est avec le chef de l'État actuel, mais nous n'hésitons pas à aller écouter aussi, à donner la parole à ceux qui sont, entre guillemets, de l'opposition, pour montrer que nous nous opposons dans les idées, certes, mais au départ, nous avons tous la volonté de voir notre pays aller de l'avant. Et c'est important que nous puissions dialoguer, et c'est important que notre génération puisse marquer en fait cette différence-là avec ceux qui nous ont précédés, parce que eux sont têtus pour les intérêts. Et ils nous entraînent en fait dans cette lutte-là d'intérêts, et ils nous empêchent de pouvoir nous mettre ensemble et de dialoguer.
Parce que si seulement ils essayent de nous laisser dialoguer, on va comprendre qu'on a beaucoup plus en commun que de choses qui nous divergent, parce qu'on s'est plaint tous des mêmes choses. Et lorsque nous allons nous mettre ensemble, ce sera une force qui va sortir le Congo de cette trajectoire de la mort où elle s'est engagée depuis des décennies et pouvoir l'engager dans une perspective de développement. Et ça, ce n'est pas profitable pour eux, pour leurs intérêts, pour ces systèmes-là qui est des prédations qui a été mis en place pour pouvoir priver en fait notre génération et nos enfants de leur avenir à cause de leur boulimie. Et ils ne pourront pas permettre cela. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit que CPG, au-delà d'être un parti, j'aime présenter ça comme étant une plateforme politique. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre autour duquel tout le monde peut venir, tout le monde peut s'organiser, on peut réfléchir. Et le projet de société indépendance vient en fait consacrer ces cadres-là, parce que ce n'est pas un projet que CPG porte, mais c'est, comme on dit, c'est le projet du peuple congolais via CPG. CPG organise le cadre de réflexion, le cadre où chacun vient avec ses idées pour pouvoir nous mener vers cette refondation-là de l'État congolais, pour pouvoir vraiment tout casser et recommencer de façon consciente, en connaissant les enjeux, en connaissant l'histoire et surtout en ayant un objectif clair et visible de ce que nous voulons faire de ces pays. Et comme ça, indépendance, pourquoi nous disons indépendance, l'audace d'être soi-même. Je vais en revenir sur le projet de l'indépendance, parce que le choix de mots est important pour moi. Et je veux vous questionner là-dessus. Mais élaguons quand même la question de... Parce que moi, je reçois des jeunes, je suis dans le milieu de jeunes. Je connais beaucoup de jeunes de qualité, mais qui ne vous connaissent pas, qui disent que voilà, vous ne faites pas ce... C'est pas vers eux. C'est pas vers eux, parce que c'est quand même vous qui portez la conscience de cette responsabilité. C'est vrai. On dit que vous êtes attaché à ceux qui ont déjà de la lumière. Vous participez que très peu dans des projets de jeunes, vous en découvrez que très peu. Enfin, est-ce que c'est vrai? Vous savez, bon, je pense que quand on fait ces combats avec les très peu de moyens que nous avons, c'est assez compliqué. Vous connaissez la configuration de notre société. Rien n'est gratuit. Même ceux-là qui viennent vous voir, ils viennent vous voir avec des a priori en pensant que vous avez de l'argent. Chacun vient jouer son agenda. Ça, il faut que ça cesse aussi. Et c'est ça qui ne nous permet pas de pouvoir mettre en place un cadre où vous savez travailler, en fait. Parce qu'on vous place déjà sur un piédestal et chacun est là pour plus sucer du jus que de pouvoir apporter du jus, comment de l'eau au moulin pour fonctionner. Et c'est ça, au fait. Nous faisons cet effort-là de pouvoir approcher les jeunes, ceux-là que nous pouvons atteindre. Et nombreux ne nous connaissent pas, ils ont raison, parce que même la lumière, entre guillemets, de ceux-là qui pensent qu'on va vers eux pour pouvoir apporter de la lumière, donc je pense que c'est nous qui leur donnons plus de la visibilité, en fait, un cadre où ils peuvent s'exprimer, plutôt que ça ne nous profite à nous. Pour preuve, ils ne nous connaissent pas. Certains nous connaissent plus pour ces histoires de Ouazalène, d'autres de la guerre à l'Est, plutôt que dans la politique pure. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes dans une société où, même vous-même, certainement vous en souffrez. Vous êtes un journaliste de qualité, un analyste de très pointu, mais si on criait votre nom dans la rue, vous n'êtes pas connu à la hauteur de comment vous êtes censé être connu. Bien sûr. Les rendez-vous que vous avez avec les hommes politiques, tout ça, ne sont pas à la hauteur de ce que vous pouvez apporter. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on ne fait la promotion que de la médiocrité. Malheureusement. Et pour faire une activité et la faire promouvoir, quand vous êtes nous, vous déboursez énormément d'argent. Mais il suffit que quelqu'un, quelque part, sous un arbre, dans une rue de Limité, puisse dire 2, 3, 4 mots. C'est tout, c'est toutes les pages qui relaient ça. Parce que les gens sont à la quête des clics, sont à la quête des interactions. On est dans l'instant. Et voilà, et l'instant, surtout le buzz, tout ce qui est péjoratif. Et parfois même lorsque vous avez dit quelque chose de positif, un peu comme le pasteur Roland Dallot dernièrement avec cette histoire-là de dîme du président. Vous êtes d'accord avec lui? Non, pas que je suis d'accord avec lui, mais je sais voir dans quel contexte il a dit. Il a choqué tout le monde, en fait. Ceux qui sont contre le président relaient ça avec une certaine rhétorique. Et ceux qui sont pour le président pensent qu'ils condamnent parce qu'il aurait manqué en relayant aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait parler, c'est quelque chose qui fait réagir, en fait. Vous voyez? Et peut-être certains ont suivi parce qu'il y a eu un premier groupe qui en ont fait un problème et d'autres ont suivi et ça devient un sujet d'actualité. Et vous verrez beaucoup de jeunes sont nouillés à la télé pour dire « Ah,
ça fait 2-3 jours, il n'y a pas de buzz, en fait. Donc, ça veut dire les gens sont là à la quête de la moindre thématique de quelque chose, là où ils vont aller, on va dire, déverser, en fait. Voilà, déverser, en fait, leur haine, déverser leur... J'ai fait beaucoup d'émissions. Mais l'une des émissions où j'ai reçu beaucoup d'interactions, c'est l'émission avec votre consoeur Paulette Kimuntu, où déjà au début, on parlait de ces histoires de changement de la Constitution. Avant même que ça soit, on va dire, à l'ordre du jour, comme ça, on réfléchit déjà sur cette question-là parce que nous sommes cohérents dans notre façon de penser. Dès le départ, on a toujours pensé qu'il nous faut cette refondation de l'État-là qui, inéluctablement, va nous mener vers la 4e République. Et forcément, ça va nous conduire vers le changement de la Constitution, qui n'est qu'une conséquence, mais qui n'est pas en réalité une fin en soi. Voilà. Et j'ai été copieusement insulté. Pourquoi? Parce qu'on pensait, à juste titre peut-être, parce que je m'appelle Mukendi, forcément je suis du parti présidentiel, et que quand j'ai dit changement de la Constitution, donc forcément je veux 3e mandat pour le président Tshisekedi. Et donc on va dans des raccourcis, et on ne prend pas le temps d'analyser la profondeur de ce qui sort de ta bouche. On te classe directement dans un stéréotype. Point barre, c'est fini, ton sort est scellé, et ceux qui viennent, parfois, ils voient Mukendi, ils voient changement de la Constitution, ils ne lisent peut-être que 30 secondes, très vite, il va dans les commentaires. Et quand il voit que c'est des commentaires négatifs, et puis lui aussi, il bombarde son commentaire négatif, et puis ça passe. Ouais. Alors, ce qui fait que on n'est pas suffisamment promu, on n'est pas suffisamment connu. Ce que nous faisons de bien n'est pas forcément très bien relayé. Ce qu'on a produit pour la guerre à l'Est, j'espère que Ecopolis va nous aider à pouvoir le transmettre, parce que même la plus grande télévision ici au pays, la télévision nationale, nous a demandé de l'argent pour pouvoir faire passer... Je le disais, puisque c'est vraiment un échange donnant, je le disais sur l'une des... Pour citer, parce que vous l'avez cité chez Maman Paulette, où elle m'a reçu pour une analyse, je disais, le seul documentaire où on a mis l'image sur nos souffrances n'a pas été diffusé à la chaîne nationale. Exactement. Et moi, j'ai vu ce documentaire-là, parce que peut-être j'ai la chance de vous connaître, je suis vos pages, mais c'est fort dommage. Hein. À un certain moment, il faut qu'on se dise des choses aussi, à un certain moment, parce que bon, comment on peut vouloir d'un pays si on n'est pas prêt à faire le sacrifice nécessaire et ceux qui n'ont pas vu ça peuvent aller sur nos pages CPG, Congo Prospère et Grand. Ils peuvent trouver même sur YouTube. C'est une série de documentaires qu'on a appelé La guerre du mensonge. Ouais. Vous verrez que contrairement à tout ce qui s'est fait pour les hommes politiques, vous ne verrez pas, il y a eu une apologie de mon nom en fait. Ni de mon visage où on mettait en avant certains hommes politiques qui cherchent une visibilité pour attirer l'attention, parce que tout ça, je n'ai pas eu besoin de cela. Bien sûr. Il y en a qui créent des choses pour arriver au sommet, mais moi, avant de faire le premier acte pour créer CPG, j'en ai discuté avec le chef de l'État lui-même, qui a apprécié la profondeur des idées, l'objectif de pouvoir réunir des jeunes, tout ça. Donc, j'ai eu sa bénédiction bien avant. Et donc, je ne pouvais pas faire comme les autres pour attirer l'attention, parce que j'avais déjà, en fait, l'attention du concerné pour pouvoir avancer et travailler. Et j'ai gardé mon indépendance, parce que dans son bureau, je n'étais pas là-bas comme un militant, j'étais là-bas comme un professionnel des études de marché, comme un scientifique. Et donc, j'ai gardé en fait cette autonomie de pensée, et je ne prends pas seulement de positions qui sont pro-pouvoir ou anti-opposition, anti-pouvoir ou anti-pouvoir. Je suis dans le bon sens. Je suis dans ce qui est dans la profondeur de mon âme et de ma pensée, et de ce que, en toute humilité, je pense qu'il faut que nous puissions faire, avec toutes les chances de me tromper comme tout homme. Mais je prends le risque, même en me trompant, de dire quand même ce que je pense, tout en étant ouvert à ce que les autres peuvent apporter. Parce que les autres ne peuvent pas me corriger tant qu'ils ne savent pas que je suis dans l'erreur. Il faut que je puisse m'exprimer pour qu'on sache que je suis dans l'erreur, et ils viennent avec des propositions constructives. Et ça me permet de pouvoir m'améliorer, ça permet à ce qu'il y ait ces chocs d'idées-là qui fait jaillir la lumière, et on voit beaucoup plus clair. On disait que notre population ne voit que du flou. Pourquoi? Parce que même là où il y a le choc d'idées, la lumière ne jaillit pas, parce que chacun veut avoir raison. Voilà, chacun veut avoir raison. On ne discute pas pour se comprendre, mais on discute en fait parce qu'on a déjà une position toute prise. Et c'est comme ça que vous voyez, on est au gré des intérêts, hein, par rapport aux vagues des intérêts. Celui qui était pour le changement de la Constitution hier, avec des arguments scientifiques, aujourd'hui il est contre le changement de la Constitution, et il prend aussi des arguments, et vous êtes perdu en fait.
Et c'est tout ça qui est un peu comme cette tare-là, cette gangrène-là qui fait du mal à notre communauté. Et il est important que nous, la jeunesse, que nous puissions comprendre que ces gens-là ont fait leur temps. Ils sont dans la prolongation, en fait. Ils veulent prolonger le plus longtemps possible pour pouvoir aussi que les enfants et les petits-enfants puissent prendre le relais. Mais ces pays nous appartiennent à tous. Leurs ancêtres ont peut-être servi dans l'État, au sein de la machine de l'État, mais nos ancêtres, nous, sont peut-être morts dans des marches, ont peut-être dans la résistance. Donc, pour arriver à cette indépendance-là, ce n'est pas seulement les Congolais qui ont un nom, qui ont combattu. Et d'ailleurs, ceux qui ont un nom, c'est vrai ont impulsé la lutte, en ont bénéficié, mais ils ont été portés par nombreux de ceux-là qui n'ont pas de nom. Aujourd'hui, on peut parler de Rossi Mukendi, Thérèse Kapanga, là, c'est des gens que je respecte beaucoup. Moi, j'ai été au Home 30, la lutte pour dire non à ces projets-là de recensement. En 2015, j'étais au Home 30 à l'université de Kinshasa, j'ai été dans la rue alors que j'étais malade. J'ai vu de camarades tomber. Exactement. Je me rappelle très bien comment c'est parti de Nodassa. Exactement. Voilà, donc on est monté là. Et puis, c'est à partir de Nodassa que c'était plein. Je pense qu'il y avait le professeur Calais qui venait de Kindele, tout ça, avec un autre groupe. Et on a commencé à descendre. Et il y a même le conteneur là où on vendait, je ne sais moi, la papeterie, tout ça. Les étudiants l'ont déplacé pour le mettre dans la rue. C'était terrible. Ouais. Et il y a eu nombreux d'ailleurs. Et ça même, nous étions le deuxième groupe. Alors qu'à 7 h du matin, il y avait un premier groupe qui était déjà parti. Et c'est ceux-là, nombreux, ne sont pas revenus. Et pour la première fois, on a attaqué le home des étudiants. Nous, le home 30 là-bas, mon couloir, c'était le couloir, je pense, 34. C'est la moitié. On était resté dans le couloir à moins de 10. On était ici à 9. Pourtant, dans une chambre, on était ici à 6 par chambre, tout ça. Mais dans tout le couloir, on est resté à moins de 10. Et dans ma chambre, j'étais seul. Parce que ces jours-là, on avait dit que Kanyama allait venir entrer. J'ai même appelé sa fille, Naomi, que je salue, pour dire, mais dis-moi, est-ce que papa viendra ou pas? C'est pour dire qu'il y en a qui sont tombés aussi dans cette lutte-là. Bien sûr. On a obtenu gain de cause. Non, les noms ne sont pas cités, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut un peu de modestie. Et puis, ne pas oublier ceux-là. Et lorsque vous vous lancez dans cette révolution, il faut savoir que votre nom peut être aussi inscrit sur la pierre des combattants oubliés, dont on ne connaît pas le nom. Mais il faut savoir pourquoi on s'engage, en fait. On s'engage pour avancer une cause, mais on ne s'engage pas pour être bénéficiaire aussi de cette cause-là. Et c'est dans cet objectif-là qu'on s'est organisé dans le cadre de CPG. Et notre objectif n'est pas 2028, notre objectif n'est pas 2038 ou 2000, je ne sais moi combien. Non, notre objectif, c'est de pouvoir, au jour le jour, apporter notre pierre. Et le premier pas a été celui de pouvoir organiser ces cadres-là. Et l'autre pas, c'est celui justement d'initier ces réflexions-là. Donc ça veut dire, à chaque fois qu'on avancera, c'est un pas que l'on fera, jusqu'à ce que cette lutte-là ne va même pas attendre son aboutissement, parce que même lorsque nous allons conquérir ces pouvoirs-là, ça sera toujours pas abouti. Ce sera toujours pas abouti. Il fallait à chaque fois. Exactement. Et ça va aller de génération en génération, tant que le Congo sera ce qu'il est, tant que l'homme noir sera vu comme étant ce qu'il est, même dans un pays comme les États-Unis, ils sont arrivés depuis leurs ancêtres, autant que les Européens, les Blancs aussi. Ce n'est pas leur pays, c'est les pays des Amérindiens. Mais vous entendez comment les Noirs pensent qu'ils sont réduits à rien, tout ça dans ces pays. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a cette plaisanterie. Exactement. Et vous pensez que... Et même le Noir américain, posez la question à ceux-là qui sont aux États-Unis, ils vous diront que même les Noirs américains font du racisme contre le Noir africain. Bien sûr. J'en ai eu des témoignages. Voilà. De quelques aînés assistants à l'époque. Exactement. Et donc, vous voyez que tant que le Congo sera ici en Afrique... Ils appellent les Noirs qui viennent d'Afrique les Africains. Voilà. Et donc, tant qu'on sera ici au Congo, les blédards, comme certains nous appellent en Europe, tant qu'on sera ici au Congo, on sera ici en Afrique, et qu'on aura cette peau noire sur nous, même si on avait la peau blanche, mais ici en Afrique, l'homme blanc, pour lui, voudra toujours nous dominer. Parce que si même les États-Unis cherchent à dominer la Russie, s'ils cherchent à dominer la Chine, parce qu'ils estiment que même l'Europe, tout ça, qu'eux sont une génération un peu au-dessus, vous pensez que c'est le Congo qui laisseront tranquille? Pas du tout. Et donc, ça veut dire, même lorsque nous allons conquérir cette indépendance-là, il faudra la conserver. Parce que le démon, en fait, du néocolonialisme
Et comme ces démons-là dont on parle dans la Bible, que lorsque vous les chassez, il revient avec 7 démons beaucoup plus forts que nous. Et donc, c'est ça en fait que nos aïeux n'ont pas su comprendre lorsqu'ils ont conquis l'indépendance politique, entre guillemets. Il fallait, déjà lorsque vous l'avez, il devait commencer à travailler en fait pour pouvoir consolider cela et pouvoir la conquérir sur d'autres domaines aussi, dans d'autres domaines, notamment les domaines économiques, sur le plan de notre éducation, parce que c'est ça même l'âme, la culture, tout ça. Il fallait nous réapproprier en fait notre propre histoire, notre propre existence, tout ça, pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Alors, on est là comme un peuple qui plane, comme un fantôme, donc on n'a pas d'assises, et c'est comme ça qu'on ne sait pas très bien nous appuyer pour pouvoir bondir et aller vers d'autres dimensions, parce qu'on n'a pas en fait comment on va dire, cette base-là sociologique. Et c'est important de pouvoir comprendre cela. Et ça, il faut que les gens qui comprennent les enjeux en fait, de notre génération, c'est pas seulement avoir un travail. Ça, c'est rien de plus anodin. Beaucoup d'Américains sont employés par des McDo, tout ça, ils ont juste de quoi vivre. C'est pas envoyer les enfants à l'école. Parce que ça, on peut aussi organiser ça, et il y a la gratuité de l'enseignement, il y a un bon système éducatif, les gens sont même soignés gratuitement, tout ça. En Inde, ils sont à plus d'1 milliard. Mais il y a tous comment dire, les bases sont là pour la majorité de la population, même s'il y a une grande partie qui est aussi dans l'extrême pauvreté. Mais en tout cas, cela bénéficie à une grande majorité, y compris en Chine. La lutte, c'est au-delà de cela, en fait. C'est une lutte pour notre dignité. Et la dignité, ce n'est pas manger, en fait. La dignité, c'est priver de manger le pain de la honte. Et c'est comme ça qu'on dit que lorsque sur une table, le respect n'est plus servi, il faut s'élever et partir. Même lorsqu'on n'avait pas encore pris un tout petit bouchée, en fait. Une petite bouchée. Et c'est pour ça que il est important de pouvoir imprimer, en fait, mindset-là. Ouais, ces mindset-là de pouvoir être jaloux, en fait, de la dignité, jaloux, en fait, de l'indépendance. Et c'est comme ça qu'on a des mendiants au boulevard qu'on critique, mais on a des mendiants aussi en cravate qui vont quémander l'argent du FMI, l'argent des bailleurs. Même ici, pour qu'un ministère puisse organiser même une réunion, il faut tous les gens qui viennent organiser atelier. Atelier, on vous donne des carnets de ceci, tout ça. Il faut qu'une ONG internationale ici, localement, puisse... Ah, non, et puis vous magouillez un peu, ça paye 2, 3, 4 fois. J'ai envie de continuer cette discussion très riche philosophiquement. Je sais que si on y va tous les deux, on va passer des semaines ici. Donc, je mets à la place des auditeurs, des téléspectateurs, oui. Et j'ai envie qu'on évolue, comme on avait promis qu'on va parler de l'actualité. Vous le dites tantôt, je crois qu'on va peut-être organiser une autre émission où vraiment on va parler de la pensée politique de CPG, et ça sera très intéressant, je sais que les gens vont aimer. Vous dites être le soutien du chef de l'État. On vous a vu pendant la campagne, vous avez fait campagne pour lui, vous avez choisi un camp. Moi, j'ai envie de savoir, à la lumière des choses aujourd'hui, au gré de l'actualité, qu'est-ce que vous pensez en tant que CPG du discours de Lubumbashi, qui est interprété par beaucoup comme la volonté, cette fois-là dite, du président de la République à changer la Constitution? Est-ce que vous estimez que c'est opportun de changer la Constitution? Si oui, ces changements-là doivent être faits pour résoudre quel problème? Merci beaucoup. Vous savez, mon frère, tout celui qui est animé de bon sens reconnaît que notre pays est dysfonctionnel. Oui. Et ces dysfonctionnements est premièrement dû à l'homme congolais. Parce que même lorsque vous avez les plus beaux textes du monde, ces textes-là doivent être appliqués par les hommes. Et ça, la Constitution n'a rien à voir avec ça. Okay. Ça, il faut le reconnaître. En fait. Mais le bon sens nous pousse aussi à nous demander. Cette constitution-là qui était un peu comme cet exercice de couper la mangue en deux, quoi. De couper le pain en deux.
pour que chacun s'y retrouve. C'était une constitution consensuelle, mais pas du consensus du peuple congolais. Même si au finish, on va dire qu'il y a eu référendum, parce que vous voulez tout et tout. Mais pourquoi vous élidez cet argument-là? Non, non, parce que c'est peut-être, j'étais très jeune à l'époque, mais en tout cas, je sais que ceux qui battaient campagne pour ou contre ces référendums-là n'avaient qu'un seul argument, il faut dire non, ou il faut dire oui. Vous savez un peu des défauts avec notre pays, en fait. Que celui qui peut produire des archives vienne m'éclairer, comme je l'ai dit, je suis humble de pouvoir me tromper. J'étais jeune, je n'ai pas suivi tous les débats, mais je ne pense pas qu'il y avait un travail pédagogique profond qui a été fait pour que le choix soit éclairé. Non, là, je ne suis pas d'accord parce qu'il ne faut pas minimiser la clairvoyance. Justement, et c'est comme ça que je me suis excusé en avance. Oui, parce que la Constitution arrive pendant que le pays venait de traverser quand même un long moment de crise, de 97 jusqu'à 2005. Les gens avaient besoin de paix, en fait. En effet. Et c'est comme ça que je parle du contexte. Effectivement. Le contexte, ça veut dire que les gens avaient besoin de paix. Les gens avaient besoin de paix. Et donc, toute autre considération était rétrogradée parce que la préoccupation principale était la paix. En effet. Si ceux qui avaient les armes, et c'est légitime, ceux qui avaient les armes et qui avaient, on va dire, causé tous ces malheurs-là, tous ces malheurs, causé ces torts-là à notre population, se mettaient d'accord pour ne plus combattre et que chacun rentre dans la vie civile et fasse la politique, tout ça, c'était tant mieux. La paix, on l'a obtenue. Encore, c'est discutable parce qu'on l'a obtenue de quelle manière? Est-ce que nous avons encore la paix maintenant, tout ça et tout? Parce que certaines racines partent au fait de déjà comment on a conquis cette paix-là. C'est discutable. Voilà. Et maintenant, est-ce que nous faisons face aux mêmes préoccupations? Est-ce correct de laisser cet instrument juridique, cette loi fondamentale qui est censée porter les espoirs, les attentes, toutes les ambitions de tout un pays et réduire ça aux appétits de quelques individus? Je suivais le professeur Kabamba ce matin où il dit, parmi les choses qu'il fustige dans cette constitution, il y a notamment le fait que la constitution consacre l'impunité. Parce qu'on a empêché que les gens, dans l'exercice de leur pouvoir, après cela, soient poursuivis. Donc ils ont comme une immunité sur tout ce qu'ils ont fait pendant l'exercice de leur pouvoir, on parle de président de la République, tout ça, c'est même la question que je voulais poser en fait quand il le disait. Tu vois? Et ça, le président de la République a une très grande responsabilité en fait. Il a une très grande responsabilité et il n'est pas, on va dire, c'est lui qui est le plus élu de tous les élus. Et parfois, c'est pour lui qu'on élit certains élus. Bien sûr. Certains élus, pouvoir le mettre à l'aise, de pouvoir appliquer ce qu'il nous a promis qu'il va appliquer. Et donc, au finish, celui qui est le plus redevable de tous, c'est lui. En réalité, ils doivent à chaque fois passer devant une commission, tout ça, qui va et tout ça. Et c'est là, lorsqu'ils sont blanchis, qu'ils peuvent partir. Donc, il faut qu'il y ait cette notion-là de redevabilité. La procédure existe aussi. Non, la procédure, son juge naturel, cour constitutionnelle, tout ce que vous voulez, tout ça. Dans l'application, on a vu les limites des textes. Oui, parce que justement... Vous voyez, la Constitution des États-Unis, par exemple, il y a autant d'amendements. Et les amendements viennent comment? Les amendements viennent lorsqu'on constate un vide, ou on constate un angle mort, une zone d'ombre, et on s'est dit que comme on est bloqué par telle situation, veillons appliquer cela pour que, dorénavant, que ça soit fait de telle manière. Dans notre cas, excusez-moi de dire, ce n'est pas cela le problème. Parce que je prends un exemple de la procédure qui peut déférer le président devant son juge naturel. Moi, je pense que ça bloque au niveau de la culture politique. C'est-à-dire que le Parlement peut déclencher cette procédure-là, mais le problème, c'est comme vous aviez dit au départ, l'homme politique que nous avons, la culture politique que nous avons fait, qu'on est là au nom des affinités, au nom des ambitions politiques, il n'y a aucune rationalité, objectivité derrière. Et ça fait que quand on est du camp du président de la République, je suivais le président de la Chambre basse récemment, qui estimait que ce n'était pas correct qu'un
un parti majoritaire puisse déposer une motion de défiance contre le gouvernement. À quel moment c'est pas correct? À quel moment c'est pas correct? Justement. Vous comprenez? Donc, on est dans des amitiés politiques. Oui, oui. Moi, non, mais c'est que vous dites là, j'aimerais d'abord comprendre quelque chose, ou peut-être faire comprendre quelque chose à notre peuple. Parce que je fustigeais ça déjà, je me disais, avant même Lubumbashi, déjà après Kisangani, d'où l'UDPS tirait en fait cette légitimité-là de commencer à parler du changement de la Constitution et de citer des articles des 117 avec des interprétations où, bon, moi je vois 9, l'autre voit 6, tout ça, parce que, bon, vous savez, le domaine du juridisme, hein, c'est complexe. C'est complexe, et puis... c'est réservé aux experts. Et réservé aux experts, et même eux, entre les experts, ils vont te dire, oh non, je suis de telle école, je suis de telle doctrine, voilà. Tout ça. Donc, ils sont d'accord de ne pas se mettre d'accord. En effet. Et on ne peut pas laisser ces genres de personnes venir et apporter la lumière et dire que c'est ça qui est ça, parce qu'ils ne se mettront jamais d'accord. C'est à nous de pouvoir amener du bon sens et de voir qu'on va dans telle direction, parce que le bon sens l'implique. Et par rapport au président, le président n'a jamais dit qu'il va modifier la Constitution ou qu'il va la changer. Le président a fait un constat de certains dysfonctionnements en fait, que nous avons, qui sont dus notamment à la Constitution. Oui. Et on a vu le problème des provinces, on a vu cette question de la double nationalité. Moi, j'ai fait les études de marché. J'ai fait beaucoup de sondages où il y a réellement une volonté de notre peuple, dans sa grande majorité, de pouvoir instaurer cette histoire-là des pères et des mères. On a beau dire que ce n'est pas fait de la bonne façon, qu'on ciblerait Katumbi ou ceci ou cela, mais aller dans la rue, poser la question aux gens, par rapport à tout ce qu'on connaît, par rapport à la question de l'Est, tout ça, les gens vous diront que dans la grande majorité de notre peuple congolais, les gens ne voient aucun inconvénient qu'on puisse limiter en fait, l'accession à certains postes de souveraineté aux Congolais nés de père et de mère. Parce que dans toutes les autres constitutions du monde, il y a toujours parfois certains verrous qu'on met, et même aux États-Unis, tu as beau être américain de père et de mère, mais si tu n'es pas né sur le sol américain, tu ne peux pas. Et donc, ça, c'est important de pouvoir le souligner. Et à un certain moment, il y avait une polémique sur Obama, où on disait qu'il n'est pas né sur le sol américain et qu'il aurait triché tout ça. Personne n'a dit que c'était raciste parce qu'il serait africain, noir et tout ça. Ouais, donc ça c'est... Il faut parfois, le mal, c'est qu'on individualise trop les débats. Cela ne peut pas justifier. Oui, il faut qu'on individualise le débat. Non, en fait, même ici... Cela ne peut pas justifier, par exemple, qu'un régime qui a déjà fait un premier mandat, qui est à son deuxième mandat, explique la vérité, c'est que si vous le savez, pas que la Constitution bloquée. Oui. Je n'ai pas suivi, parce que bon, comme les gens du pouvoir, hein, même si on va dire on est alliés, ont eu un peu l'habitude de dire des choses qui sont interprétées comme c'est des gens qui bloquent en fait leur action. Aujourd'hui, on vient rajouter la Constitution comme étant un autre bouc émissaire, voilà, ou qu'on pointe du doigt pour dire que cela bloque l'action. Oui. Et c'est comme ça que dans mes analyses, j'ai dit comment vous allez expliquer au peuple que quelques articles de la Constitution ont bloqué la volonté politique de pouvoir changer les choses. Voilà. Parce que j'estime que le chef de l'État est venu avec un très bon projet qui était le projet de déboulonnement, mais pas que du système dictatorial de Kabila, mais d'un système de prédation, d'un système de corruption, tout ce que vous voulez. Parce que nombreux de ceux-là qui chantaient pour Kabila ne sont même pas de ceux-là qui avaient des intérêts politiques et financiers réels qui bloquaient le pays, en fait. Ceux-là qui tiennent l'économie de la RDC. Beaucoup d'entreprises qui sont venues ici, tout ça. On va dire le Congo s'est modernisé avec les Kabila. Et même les entreprises de télécommunications, tout ça. Allez fouiller là-bas, vous verrez vraiment qu'il y a une boîte à Pandore là-bas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réellement des intérêts financiers qui ne sont même pas au devant de la scène. Donc, ça veut dire que les réformes qui devaient être menées, ce n'est pas seulement au niveau du système dictatorial qui est un système politique, mais c'est vraiment au niveau du système de la corruption, tout ça. Et le chef a mis en place des choses qui voulaient en fait qu'on y arrive. Mais lui-même a constaté qu'au-delà de la volonté politique, je suis sûr que tout n'a pas été fait de façon parfaite. Et lui-même, si on lui tendait le micro maintenant, là, il va reconnaître que beaucoup de choses n'ont pas été faites comme il aurait voulu, ou comme il espérait, parce qu'il y a un problème d'homme aussi, et même un problème d'homme, les hommes sont choisis par l'homme qu'il est. Et donc, est-ce qu'il y avait le fouet derrière qui, non seulement frappait, mais pouvait aussi être, comme on va dire, être comme un frein
aux appétits des gens pour savoir qu'il y a le fouet à côté qui peut frapper à tout moment. Parce que l'homme, c'est comme une bête, en fait. Il est encadré par la peur, il est encadré par le pouvoir, il faut le conditionner. Comme Ivan Pavlov le dit, il faut le conditionnement. C'est ça le rôle de la loi, d'ailleurs. Et c'est ça le rôle de la loi, c'est ça le rôle de l'État. Parce que lorsque l'État est défaillant, les gens vont dans tous les sens. Pour preuve, notre incivisme, on ne l'amène pas partout. Ici, on ne concevrait pas de payer les impôts en tant qu'individu. Mais les mêmes vivent là-bas à l'étranger, tout ça. Ils payent les impôts là-bas, tout ça. Donc, ça veut dire, ouais, exactement. Je dis toujours, c'est l'État qui ne fait pas suffisamment peur. En effet. Et notre objectif doit être celui de pouvoir renforcer le pouvoir de l'État, de pouvoir faire respecter suffisamment l'État. Et vous pensez qu'il faut une autre constitution? Je suis mal à l'aise, en fait, parce que les chefs n'ont pas encore clairement dit les choses. C'est vrai qu'il a appelé à une réflexion et il n'a pas dit si il faut changer ou modifier. Il a constaté des problèmes et il a amené à une réflexion pour que les autres aussi, toutes tendances confondues, puissent aussi constater d'autres problèmes. On les met ensemble, on réfléchit. C'est au bout de cela qu'on se pose la question s'il faut changer, s'il faut modifier, dès par la nature en fait, de choses et des innovations qu'on veut apporter à cette nouvelle constitution. Est-ce que cela entre en porte-à-faux avec ce que la constitution verrouille et qu'il faut déverrouiller? Ou cela peut être entré sans pour autant toucher au verrou. Et ça, on va parler simplement d'une certaine modification. Mais je pense que le débat est mal posé. Parce que on ne peut pas dire qu'une constitution bloque l'action. Parce que cette même constitution-là, elle a beau avoir tous les défauts que nous pouvons lui reprocher, mais elle a permis de pouvoir organiser l'État. En effet. On était dans un régime de 1+4. On avait Mouzé le Père qui dirigeait par décret, tout ça. Il était lui-même le Parlement, lui-même le gouvernement, il était lui-même tout. Lorsque Kabila est venu, il y a eu 1+4, il y a eu Sun City. C'est vrai qu'on voulait la paix, les gens ont fait des compromis, parfois des compromis qui n'aidaient pas les pays à être performants, mais parce qu'on avait la volonté de pouvoir avancer. On a avancé dans ce sens-là. Kabila, après, il a joué des manœuvres politiques. Il en est sorti seul maître à bord. Et ça a permis d'avoir réellement un État unitaire, un peu comme le prof Beauchamp le voulait. Des institutions mises en place, tout ça. Défaillantes, c'est vrai, des choses à revoir, mais ça a permis que nous ayons un semblant en fait, d'organisation. On a organisé notre désordre. Oui, on a organisé notre désordre. Et ça aboutit à cette alternance-là, qui est le fruit en fait, de cette même constitution. En effet. Et ceux-là qui veulent une autre alternance, la deuxième pacifique et démocratique, s'appuie aussi sur cette même constitution. Et je dis, si vous voyez aussi, je ne veux pas aller trop dans les débats de pour ou contre, parce que on va me classer dans un camp. Mais ce que j'aimerais dire à notre peuple, c'est que analyser les débats autour de ces sujets, ce n'est pas parce que ceux-là qui disent oui au changement n'ont pas d'arguments pertinents pour justifier le changement, que ceux-là qui disent non ont forcément raison. Voilà. Parce que même ceux-là qui disent non n'ont pas d'arguments pour dire non. Et d'ailleurs, ils ont peut-être développé avant des arguments pour dire oui. Mais ils disent non par rapport à un point précis, parce qu'ils ne veulent pas que Tshisekedi puisse avoir un troisième mandat. Et avec Tshisekedi, tout son régime, tous ces hommes forts qui sont là, et qui veut dire ces hommes forts-là au pouvoir, dit que eux, le chômage continue. Parce que nous avons des professionnels politiques aujourd'hui qui ne savent rien faire d'autre que la politique. Et donc, chaque année de plus pour celui qui est au pouvoir, dans l'opposition, c'est catastrophique pour leurs finances, c'est catastrophique pour eux-mêmes. Et ils veulent se refaire une santé financière en y entrant. Pas tous, heureusement. Il y en a qui veulent réellement le changement, et je le leur accorde. Mais il faut avoir une sincérité, en fait, d'expliquer au peuple que voilà, changer la constitution n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a tel point qui doivent être changés. Et d'ailleurs, on l'a dit nous-mêmes dans le passé que c'était le cas, mais le contexte est suspicieux parce que ceux qui sont au pouvoir avaient le temps de pouvoir parler de cela si c'était dans leur agenda. Ils avaient le temps de constater cela même dans l'an 2, 3 de leur premier mandat. Ils ne l'ont pas fait. Et comment ils se réveillent aujourd'hui, le deuxième mandat, pour pouvoir en parler? Même si cela aussi serait discutable parce que le président a toujours parlé de certains points liés à la Constitution qui devait être revue depuis qu'il est au pouvoir. Il n'avait peut-être pas
dit que cela sera changé. À quel moment cela sera changé? Mais j'ai toujours dit que le président est le premier opposant de lui-même. Oui. Il est celui qui analyse le mieux sa gestion, qui parfois les gens disent mais comment un président peut dire que ceci ne marche pas, que c'est là tout ça et tout, alors qu'il est censé... Non, parce qu'il a une certaine sincérité de pouvoir reconnaître les failles. Et ces failles-là, il ne les reconnaît pas seulement par rapport à sa propre gouvernance, par rapport à son régime, mais il les reconnaît aussi par rapport à certains de nos textes qui ne permettent pas à notre pays d'être suffisamment efficient. Et s'il les fait maintenant, on ne veut pas lui prêter les intentions, et surtout que lui-même à Lubumbashi, puisqu'on parle de Lubumbashi, a dit qu'il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Et on le disait en off tout à l'heure, c'est qu'il est possible, et je l'ai dit dans plusieurs de mes analyses, parce que je ne me voudrais pas qu'on puisse calquer un pays sur un individu. Félix Tshisekedi à quel âge? Qui dirait le Congo a quelle espérance de vie en fait? À moins que nous-mêmes on se décide d'éclater ce pays et que ce pays aura peut-être une espérance de vie de 70 ans seulement et puis ce pays va disparaître. Mais si on veut que nos arrière petits-enfants puissent y vivre et hériter d'un Congo meilleur, on ne peut pas commencer à faire des choses pour les calquer sur des individus. Ni dire oui au changement de la Constitution parce qu'on veut que Félix Tshisekedi puisse s'éterniser au pouvoir. Il va rester là jusqu'à quand? Ou dire non simplement parce qu'on ne veut pas de Félix Tshisekedi au pouvoir, alors qu'il y a des moyens de pouvoir obtenir le respect de ces pactes républicains, comme l'appelle Tsesanga, cet impératif de respecter le 2 mandats constitutionnels. On peut inscrire ça dans cette nouvelle constitution-là qui va venir, pour dire par exemple que personne ne peut faire 2 mandats. Donald Trump a été réélu, mais il a été réélu juste pour un seul mandat. Parce que la Constitution américaine ne permet pas de faire 3 mandats, même si tu les fais après 15 ans. Donc 2 mandats, et puis c'est tout. On peut aussi faire la même chose. Donc ça veut dire que celui qui a déjà fait 2 mandats, il ne pourra plus jamais faire des mandats présidentiels. Et ça réglerait le problème. Et ça nous permet maintenant de réfléchir, ces Tsesanga et les autres, comme ils ont des arguments très pertinents sur comment on peut rendre notre État beaucoup plus fonctionnel, et puis à travers la Constitution et les lois organiques, ils peuvent venir se joindre à ces débats-là. On obtient le verrou des 2 mandats qui disqualifient Tshisekedi d'un 3e mandat, et ça, vous verrez que... Donc vous pensez que tous les débats aujourd'hui, c'est autour de la suspicion? C'est autour de ça. Si on est honnête, et vous verrez que même dans leur campagne, pour dire non à la Constitution, ils mettent en avant non au 3e mandat. Parce que c'est une lutte qui est récente. Nous avons mené cette lutte-là contre Kabila. Vous-même, vous le dites. On était à l'Unikid, on est descendu dans la rue. On n'est pas descendu dans la rue parce qu'on pensait que le recensement est une mauvaise chose. Non, le recensement est une bonne chose. Et d'ailleurs, on a soutenu cela. On voulait justement avoir des cartes d'identité, tout ça. On veut, en fait, parce que ça fait partie même de la fierté nationale. On veut cela. Et nous qui voulons gérer l'État de demain, on doit savoir on est à combien. Comment la population a évolué et quelles sont les projections. Parce que même le projet politique que nous devons mettre en place, il doit tenir compte de notre démographie. En fait. Et moi, j'ai l'impression que la lutte de 2015 a rattrapé un peu l'IDPS aujourd'hui parce que cette suspicion-là. Voilà. Et maintenant, on vous soupçonne aussi de pouvoir aller vers ce 3e mandat-là. Et eux aussi, en étant dans l'opposition, n'avaient pas aidé à élever les débats au-delà des individus, avoir des arguments cohérents. C'était parfois Kabila dégage, ceci, tout ça et tout et tout. Et donc nous-mêmes, on a habitué notre population à ces folklores-là en politique. Voilà. Et c'est comme ça que même ceux-là qui font l'opposition aujourd'hui ne poussent pas la réflexion loin. Ils savent que dès que vous allez présenter notre 3e mandat à Tshisekedi, les gens oublient tout. En fait. C'est comme ça que moi je vous pose la dernière question. J'avais voulu vous recevoir parce que vous parlez de la 4e République. Oui. Qui dit 4e République dit probablement changement de la Constitution ou alors de réforme profonde. Et moi je voudrais, puisqu'on doit dépasser ce débat de la suspicion, on attend que le chef se prononce. Il a déjà commencé à se prononcer, mais qu'il soit plus clair. Qu'il soit plus clair, qu'il nous rassure qu'il ne prendra pas de 3e mandat, même si on revenait à changer de constitution et que d'autres penseurs pensent que ça sera plutôt le compte à rebours ou le compteur à 0. Sauf si on inscrit dans la Constitution que personne ne peut faire 2 mandats. Effectivement. Moi, je veux vous poser la question de la 4e République. Pourquoi vous voulez la 4e République? Ça sera vraiment ça la dernière question. Je vous laisserai tout le temps. Je pense qu'après, comme vous l'avez dit, comme ça fait partie de la vision politique de CPG, on aura le temps de vraiment... discuter sur cela, comme le temps est passé très vite. Mais en bref, ce que je dis par rapport à cela, c'est que je veux que nous puissions nous réapproprier notre propre destin, notre propre histoire. On a été, comme on dit, on a été unis par le sort de 1885, mais on est resté unis par l'effort.
Et je veux justement que ces efforts entrent dans une autre dimension, en fait. Ces efforts-là sont affaiblis parce que rien de ce qui est fait sans vous n'est fait pour vous, en fait. Et la structure de l'État telle que nous l'avons héritée, les germes du tribalisme, que ce soit le système éducatif, on est vraiment en retard avec notre époque. Beaucoup d'enjeux, même au niveau régional ou mondial, ont évolué à une vitesse vertigineuse, mais nous sommes restés dans une structure beaucoup plus, on va dire, rudimentaire, beaucoup plus ancienne, comme vous le dites. Et il est important de pouvoir faire une évaluation, s'arrêter, c'est servir de notre expérience de 60 ans maintenant, de plus de 60 ans en tant que nation, pour regarder dans notre histoire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que nous pouvons reproduire, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous pouvons faire les choses, tout ça. Et qui a dit qu'on est obligé d'avoir un parlement ici, comment on va dire, d'avoir une assemblée nationale, d'avoir un Sénat, qui a dit que nous sommes obligés d'avoir des conseillers communaux, d'avoir de ceci ou de cela, tout ça. Parce que tout ça, c'est des choses qui nous ont... On a copié ça de la structure d'autres pays, qui ont d'autres réalités, qui ont d'autres enjeux, en fait. Ouais. On doit pouvoir avoir l'audace d'être nous-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, on a beau appeler la Chine d'un État communiste, tout ça et tout et tout. Mais la Chine a un modèle d'État qui marche, qui a permis à la Chine de pouvoir sortir du sous-développement et aujourd'hui devenir la plus grande puissance économique. Ils ont sorti en 20 ans plus de 800 000 individus. Exactement. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, vous ne le faites que lorsque vous savez ce que vous voulez. Et vous avez le courage d'aller le chercher. Malgré l'opposition, je ne parle pas de l'opposition politique, ça peut être l'opposition, ce sont les pesanteurs de la géopolitique, tout ça qui ne voudra pas, en fait, que vous puissiez être indépendant. Et je dis toujours, il est de l'intérêt de personne que le Congo soit indépendant, que le Congo soit puissant. On veut simplement peut-être les puissances régionales, sauf nous-mêmes. Les puissances régionales, même ceux-là qui viennent nous faire les yeux doux, l'Afrique du Sud, le Kenya, tout ce que vous voulez, ils veulent peut-être d'un Congo où les gens ont une bonne situation, et que le Congo soit un marché où ils vont venir déverser leurs produits. Même la libre-échange, là. La libre-échange profite à qui? Est-ce au Congo ou à ces entreprises-là qui produisent et qui veulent déverser leurs produits ici? Oui. Et donc, quand on va traiter, comment faire des traités internationaux ou des accords bilatéraux avec certains États, où la non-double imposition, ça profite à qui? À ceux-là qui produisent ou ça profite à notre économie? Ouais, donc on doit quitter un peu de ces marxismes, de ces mimétismes, hein, où on a des intellectuels calqués sur un modèle européen, qui réfléchissent comme des petits blancs, et ils te parlent français, Sorbonne, machin, tout ça et tout, comme si cela pouvait améliorer notre situation. Non, on doit un peu mettre de côté nos diplômes. C'est servir en fait de nos expériences, de nos connaissances, mais pouvoir mettre en place un Congo qui nous ressemble. Un Congo qui ressemble à nos réalités, qui peut faire face à nos réalités. Un système éducatif, l'administration, même le système politique. On ne peut pas avoir autant de défis, on ne peut pas avoir autant de kilomètres de routes non asphaltées et que chaque 5 ans, on claque près de 2 milliards. Parce que quand j'ai dit 2 milliards, je ne vois pas seulement le coût d'organiser des élections, mais toute la campagne, toute l'économie qui s'organise autour de cela. Et en majorité, c'est l'argent qui sort parce qu'il faut aller acheter des trucs à l'extérieur qui viennent. Et ce n'est pas l'argent qui tourne en fait au pays comme les élections américaines où c'est vraiment l'économie qui en profite parce que tout reste au pays. Mais nous, c'est des capitaux qui vont à l'extérieur, qui vont enrichir d'autres nations. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un mimétisme où on nous a dit, on marche la tête baissée, chaque 5 ans il fait élection, chaque 5 ans il fait élection. Qui a dit ça? Qu'est-ce que ça nous a profité en fait? Ça fait 20 ans que chaque 5 ans on fait des élections. Quel pas en avant on a fait? Alors il faut qu'il y ait une génération qui explique les choses à la population et qui ait le courage de s'arrêter pour nous faire changer de trajectoire. Et ça, je suis profondément convaincu que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui va nécessiter absolument que nous puissions avoir une nouvelle constitution. Pas parce que c'est la constitution qui viendra résoudre le problème, mais parce qu'on aura déjà résolu le problème dans cette réflexion-là. La constitution permettra. Exactement. Et on va simplement consacrer ces changements-là par un nouveau pacte républicain qui est la Constitution, décliné dans d'autres lois organiques, et ça nous permet de pouvoir entamer maintenant ces nouveaux trajectoires-là. Aucun individu ne peut nous empêcher à y aller. Le président de la République fut-il, parce que ce n'est pas lui le Congo. Vous dites que c'est un travail à long terme, donc
tant que ce travail-là n'est pas fait, il n'y a aucun besoin. Ça va être compliqué. Et c'est comme ça que le conseil même que je donne au régime actuel par rapport à cette question-là du changement de la Constitution, il faut initier, même seulement les États généraux. Vous voyez, on a fait les États généraux de la justice, mais par rapport à ce qu'ils ont voulu faire, et même ils ont constaté qu'il y a des choses ils vont impacter la Constitution. Donc, on n'a pas dit que la Constitution était un problème pour la justice, c'est pour ça que la justice est malade. Non. On a constaté que la justice était malade, on a réfléchi sur comment la soigner et la rendre beaucoup plus opérationnelle, et on a constaté que ces traitements-là à apporter à la Constitution va impacter la Constitution. Et c'est cette démarche-là qu'il faut mener, parce que c'est une démarche qui va rassurer la population. La population comprendra que ce n'est pas de raccourci pour pouvoir se perpétuer au pouvoir, donc, mais il y a une réelle volonté de pouvoir il faut une commission l'année prochaine. Il faut une commission, mais j'aimerais aussi que cette commission-là n'aboutisse pas à un partage de postes et que cela soit clairement établi dès le départ, que cela se fasse en parallèle de la gestion du pouvoir et que pendant 4 ans, qu'on réfléchisse sur cette refondation de l'État-là, et qu'en 2028, pendant les élections, que pendant qu'on sera en train de lire le successeur du président Tshisekedi, qu'on soit aussi en même temps en train de voter oui ou non sur cette nouvelle constitution-là qui consacre cette refondation de l'État. Et c'est le successeur du président Tshisekedi, une fois installé, qui en sera bénéficiaire et qui va promulguer en fait, cette constitution-là et sera le premier président de la 4e République. Et là, maintenant, on aura une autre structure de l'État qui se mettra en place certainement progressivement parce qu'on ne peut pas tout casser et recommencer. Ça sera un désordre total. Il faut que l'État soit continu. Voilà, on va les faire progressivement. Il y a d'autres secteurs qui auront comme effet boule de neige sur d'autres secteurs et peut-être ces réformes-là prendront 15 ans. Donc, ça veut dire même celui qui va promouvoir. Exactement. Donc, jusqu'à aboutir à cette nouvelle structure-là, c'est quelque chose qui prendra peut-être 20 ans. Mais c'est important que nous puissions fixer un cap, un sens où chacun sait que nous allons dans cette direction. Merci beaucoup, Monsieur Christos Mukendi. L'émission est terminée, mais ça sera un grand péché si je ne vous pose pas la question sur la sécurité, qui quand même vous a fait découvrir au grand public. Vous menez un combat acharné contre nos agresseurs, mais l'M23 continue à gagner du terrain, il continue à former des hommes, on voit les images. Une seule question en très peu de temps. Quelle est votre lecture de la paix au Congo? Comment voyez-vous le recouvrement de la paix? Est-ce par la voie militaire ou est-ce par le dialogue, la discussion? Bon, malheureusement, on retombe un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la constitution des belligérants, où il fallait bricoler quelque chose pour obtenir la paix coûte que coûte. Donc je pense qu'il faut dialoguer avec le Rwanda. C'est ce qu'on est en train de faire à travers le processus de Luanda. Et de ces dialogues-là, on obtiendra une paix stratégique. Mais qui dit paix stratégique, c'est une paix qui vous fait gagner du temps. Parce que même ces dialogues-là est un dialogue stratégique. Parce que le Rwanda sait qu'il n'obtiendra son avance que par les armes. Et c'est comme ça qu'il continue à se battre tout en discutant pour gagner du temps. Et nous aussi, la paix qu'on peut obtenir par la discussion doit être une paix qui nous fait aussi gagner du temps pour mieux nous battre. Parce que je suis un combattant, on va dire un partisan de la lutte. Comme le disait mon maître Lumumba, sans la lutte, vous n'obtiendrez absolument rien. Parce que c'est par le rapport de force que vous vous faites respecter. C'est par le rapport de force que vous êtes dissuasif. Et donc non seulement que vous arrivez à conquérir des victoires, mais c'est des victoires que vous arrivez à pérenniser parce que les autres savent que vous êtes fort. La paix par le dialogue est une paix délétère, est une paix on va dire, factice, parce qu'en réalité, on ne vous a donné qu'un répit, mais vous avez perdu beaucoup plus que ce que vous avez gagné. Il faut la lutte, et seule la lutte peut nous libérer. Seule la lutte peut nous libérer. Ce sera avec ces mots-là qu'on va conclure cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous M. Christos Mukendi, président de Congo Prospère et Grand. Merci de m'avoir fait l'honneur de venir et répondre aux questions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Pas du tout. On va vous retrouver au besoin, peut-être pour aller dans la discussion philosophique comme on aimerait le faire et le faire découvrir à des Congolais, malheureusement, qui sont en contact des contenus
qui ne nous avance pas. C'était Choc d'idées, mesdames, messieurs. C'est fini pour ce numéro. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Pourquoi pas lui, peut-être bien. Mais le plaisir de vous servir ne changera jamais. À très bientôt.